Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, forum sur le numérique agricole. L'événement était organisé par la DER/FJ, appuyé par la coopérative luxembourgeoise. Il a réuni des acteurs du numérique et de l'agriculture. 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. L'événement se prépare activement et la brigade d'hygiène de Popenguine dans le département de Mbour a saisi 4 tonnes de produits d'une valeur de 2,7 millions de francs CFA. Les jeunes de la cité ouvrière, un quartier de la commune de Thiès-Est, ont tenu un point de presse hier mercredi. C'était pour s'opposer à un projet de morcellement de leur terrain de football porté par une coopérative. Et puis, centre d'entraînement tactique du capitaine Mbaye Diagne de Thiès, une trentaine de véhicules remis par l'ambassadeur des États-Unis a été réceptionnée par le général de division Fulgence Ndour. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports bouclera ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dakar a abrité du 7 au 8 mai 2024 un forum sur le numérique agricole. L'événement organisé par la DER/FJ appuyé par la coopérative luxembourgeoise a réuni des acteurs du numérique et de l'agriculture. L'objectif est de créer une plateforme d'échange et de collaboration entre les sociétés luxembourgeoises et sénégalaises dans le domaine du numérique agricole. À l'issue de cette rencontre, Dr Mam Abi Sey, délégué général de la DER/FJ, revient sur l'importance de ce forum. Nous l'écoutons. Le numérique au service de l'agriculture. Donc dans des secteurs forts de l'économie du Sénégal. Nous sommes en train de nous parler de 2 portefeuilles importants aujourd'hui pour ce qui fait sens dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, dans tout ce qui est l'agriculture durable, l'agriculture résiliente. La DER aujourd'hui avec ses partenaires forts, donc un programme qui s'appelle D4D-Up, financé par l'Union européenne et sur lequel c'est la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la DER/FJ que ce programme est aujourd'hui en train de se poursuivre. Et nous sommes réunis à travers un forum aujourd'hui. Et ce forum est une étape supplémentaire dans un parcours où des entrepreneurs agricoles ont été accompagnés par des moyens financiers d'abord, aidés également par un renforcement de capacité. On est sur plus de 325 000 € qui ont été investis sur cette phase pilote. Mais comme je le dis aujourd'hui, c'est plus de 50 entrepreneurs agricoles qui ont été entrepreneurs agricoles, donc agripreneurs qui ont été accompagnés d'un côté. De l'autre côté, nous avons également des startups, donc ces apporteurs de solutions innovantes pour les agriculteurs, qui sont également accompagnés. Et de l'autre côté aussi, je pense que la prochaine étape qui suit, c'est aussi une visite d'immersion, un benchmarking, une session d'immersion qui doit se passer au Luxembourg pour permettre aussi à nos agripreneurs tech de mieux se familiariser avec les outils et de mieux se rendre compte aussi des autres solutions innovantes qui existent pour nous permettre d'aller vite. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller vite pour combler le gap, nous devons aller vite pour passer à l'échelle. Et puis, la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine se prépare activement. Ce rendez-vous annuel est prévu du 18 au 20 mai prochain. Et dans le cadre de sa lutte contre les produits impropres à la consommation,
Pendant les événements religieux, la brigade d'hygiène de Popenguine, dans le département de Mbour, a saisi 4 tonnes de produits d'une valeur de 2,7 millions de francs CFA. Le capitaine Idriss Ndiaye, commandant de la brigade d'hygiène de Thiès, donne plus de détails sur cette prise. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, au niveau de Popenguine, pour lancer la couverture sanitaire pour cette 136e édition du pèlerinage de Popenguine. Donc on peut même dire que le compte à rebours a commencé. En ce qui concerne le service d'hygiène, il y a une batterie d'activités qui ont été prévues. Donc, mais on va se focaliser selon les besoins même du comité d'organisation sur 2 aspects très importants. Donc le premier aspect, c'est l'intensification des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation, mais en mettant surtout l'accent sur la lutte contre les rampants. Parce que l'environnement où se tient le pèlerinage, c'est un environnement effectivement qui est favorable souvent à la présence de rampants. Donc le comité vraiment a demandé à ce qu'on mette l'accent sur la lutte contre ces rampants. L'autre aspect qui est important sur ces batteries de mesures, c'est surtout le contrôle des denrées alimentaires pour vraiment éviter d'éventuelles intoxications alimentaires qui sont souvent aussi relatées durant l'événement. Donc maintenant, tout ce qui touche à l'alimentation, le service d'hygiène va vraiment faire des activités de retrait des produits impropres, mais également d'encadrement des lieux de cuisson. Donc à ce sujet, la brigade de Popenguine vraiment a eu à faire un excellent travail durant ces 2 à 3 semaines, en procédant au retrait de 4 tonnes de produits impropres, pour une valeur à peu près de 2 700 000 francs CFA. Maintenant, la particularité de ces produits impropres, on peut vraiment les identifier à 2 niveaux. Donc le premier niveau, nous avons des produits dont la consistance vraiment laisse à désirer parce que c'est écrit dans une autre langue. Donc c'est des produits qui sont très difficiles à identifier, la nature. Donc la deuxième catégorie de produits qui a été retirée de la vente, ce qui est très rare, c'est surtout les boissons alcoolisées. Donc vraiment, ils ont eu à retirer de la vente aussi des boissons alcoolisées, mais qui ont atteint leur date de péremption. Donc ça veut dire qu'il y a un travail vraiment très sérieux qui est en train d'être mené pour permettre d'assurer une sécurité sanitaire de tous les pèlerins qui seront au niveau de Popenguine. Et on commence aujourd'hui cette activité, mais qui va se dérouler jusqu'au 20 mai, Inch'Allah. Au total, on peut dire qu'on a mobilisé pratiquement 80 personnes pour cette couverture sanitaire. Donc il y a des agents d'hygiène qui ont été pris un peu partout dans la région. Donc on a ratissé large en créant entre guillemets une coalition au niveau de Popenguine. Il y a des gens qui viennent de Mekhe, il y a des gens qui viennent de Mbour, il y a des gens qui viennent de Thiès. Donc on a essayé de ratisser très large vraiment pour atteindre ces objectifs. Le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major de l'armée, a réceptionné ce mercredi au centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès une trentaine de véhicules remis par l'ambassadeur des États-Unis, Michel Roynor, pour accompagner bien sûr la préparation des soldats sénégalais aux opérations de maintien de la paix. Ce dernier revient sur l'importance de ce don. Michael Roynor, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Moussa Mbaye. Une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjoints. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a 2 choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès.
La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, nos prospérités partagées, dans notre stabilité, sécurité partagée et dans la démocratie qui est... Bon, peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc, ça forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation, santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique. Il faut rappeler que ce don est composé de 10 camions cargo, de 15 Land Cruiser et de 5 pick-up. Et ce don a été offert dans le cadre du programme global Peacekeeping Operation Initiative. Ces véhicules sont destinés au centre d'entraînement tactique et de maintien de la paix à travers le pays. Selon le chef d'escadron Ousseynou Ndiaye, commandant du 7, ce matériel va faciliter le transport des troupes lors des opérations d'entraînement. Ces propos sont toujours recueillis par Moussa Mbaye. L'une des limites principales par rapport au bon déroulement de nos activités ici et par conséquent l'exécution de la mission du CT7 était les capacités d'emport très restreintes que nous avions. C'est-à-dire quoi? La mobilité. Et aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité. En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Si on prend l'exemple d'un bataillon de reconnaissance et d'appui, le CET est en mesure de transporter d'emblée une CRA, c'est-à-dire une compagnie de reconnaissance et d'appui. C'est combien? C'est une compagnie, c'est-à-dire une CRA plus une compagnie d'infanterie. Ça vous prend dans l'ordre de 300 personnes. On pourrait prendre. Les jeunes de la cité ouvrière, un quartier de la commune de Thiès-Est, ont tenu un point de presse hier mercredi, et ceci pour s'opposer à un projet de morcellement de leur terrain de football porté par une coopérative. D'après ces jeunes, ce terrain est l'unique espace qui a été réservé dans ce quartier pour leurs activités sportives. Et en plus, il demeure que le terrain d'entraînement de l'ASC Yakar de la cité ouvrière. Mohamed Badji a porté leur parole. Suivons-le, il est au micro de Isaac Dapa, Ibrahim Assar. Là où nous sommes sur le terrain d'entraînement de l'ASC Yakar de la cité ouvrière, une ASC qui est née en 2007. Là où nous sommes, ce fut un ancien dépotoir sauvage d'ordures. Ces jeunes derrière moi et autour de moi l'ont nettoyé de leurs propres moyens. Je dis bien, ces jeunes l'ont nettoyé de leurs propres moyens. C'était un ancien dépotoir sauvage d'ordures. Ça n'attirait personne, ce n'était pas attrayant du tout. Aujourd'hui, cet espace d'air de jeu est partagé entre le CM
et les jeunes de la cité, pour ne pas seulement dire l'AEC. Aujourd'hui, tous les jeunes de la cité ouvrière et les jeunes de la cité Balabé que je représente, parce que 90% des habitants de la cité Balabé ont des maisons dans cette cité. Donc, qui est donc voilà, une propriété donc foncière des chemins de fer. Donc la responsabilité sociétale des chemins de fer depuis belle lurette, voilà, se fait, voilà, en tout cas à Thiès. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, dans le plan primitif, cet espace était prévu, une mosquée, la grande mosquée de la cité a été prévue dans cet espace. Mais les gens ont vu mieux. La route qui mène vers Fanden a été bitumée. On a mis la grande mosquée là-bas. Donc cette mosquée là-bas, l'espace de la grande mosquée, c'était un espace public qui pouvait être un terrain d'entraînement de l'AEC. Donc l'AEC a pris donc, voilà, d'ores et déjà ce terrain pour s'entraîner. Donc on a une mosquée, un institut islamique déjà dans cette cité. C'est une cité qui ne compte pas moins de 10 instituts islamiques. Donc quand des tenants de la coopérative veulent construire donc un institut islamique, veulent donc s'appuyer sur ce motif pour donc vraiment brader cet espace. Là, je pense que 2 ans de cela, ce problème donc était là et des jeunes qui étaient en colère avaient cassé des briques. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. On lance donc une alerte donc, directement vers Bassirou Diomaye Faye, qui est le chef de l'État aujourd'hui, qu'on félicite, qui est venu à Thiès pour régler des problèmes fonciers. Je pense que lui-même, il a parlé donc d'espace récréatif. La cité, dans le plan primitif, donc, on a appliqué le code foncier. Donc, quand on fait un lotissement d'une zone habitable, 70% c'est pour l'habitation, les 30% c'est pour l'espace utilité publique. Aujourd'hui, la cité... Et dans la page de l'actualité nationale, AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, une sortie de piste de l'avion Transair fait 11 blessés, dont 4 graves. Mais aussi, nous parlerons de la lutte contre les inondations. Le président Diomaye veut un plan national de prévention et de gestion des inondations. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé-Gaye. L'actualité nationale, un accident a secoué l'aéroport international Blaise Diagne aujourd'hui, jeudi 9 mars 2024 à 1h14 du matin, alors que le vol HC301 d'Air Sénégal en direction de Bamako et opéré par Transair a brusquement fait une sortie de piste. Au moment du décollage, ce vol à destination de Bamako avait à son bord 78 personnes, 11 blessés ont été dénombrés, dont 4 graves. Aussitôt alertés, les services de secours de l'aéroport se sont déployés sur les lieux de l'accident pour évacuer les passagers. Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, informé de la situation, a pris les rênes de la coordination de la réponse d'urgence, présidant la réunion du comité de crise au centre des opérations d'urgence. Elhadji Malick Ndiaye, accompagné des principaux responsables du secteur aéronautique, a personnellement supervisé les efforts de secours et s'est assuré de la prise en charge appropriée des passagers blessés, visitant même les structures hospitalières pour s'enquérir de leur état. Parlons autre chose, de la prévention des inondations. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager dès à présent tous les ministres, services de l'État et acteurs territoriaux concernés à proposer un plan national de prévention et de gestion des inondations. Le président de la République a invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à veiller dans l'immédiat à l'identification des localités, zones et sites prioritaires en termes de travaux d'aménagement pré-hivernage et de déploiement des moyens d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP et du génie militaire. Terminons avec l'hivernage toujours qui s'annonce au Sénégal. En effet, la région de Kédougou, située dans l'extrême sud-est du pays, a reçu ses premières gouttes d'eau cette nuit. Une première pluie qui annonce un début précoce de la saison. Ces gouttes d'eau ont apporté un peu de fraîcheur aux populations qui faisaient face à une forte canicule. Les agriculteurs de la région ont déjà commencé à préparer leurs terres, anticipant la distribution prochaine des intrants agricoles. C'était tout pour cette actualité nationale.
Et dans cette page de l'actualité internationale, visite du ministre tchadien de la Défense au Niger, des projets de coopération sécuritaire sont sur la table. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mamadou Saturne-Diod. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Guinée-Bissau où l'ancien président centrafricain François Bozizé, qui vit en exil dans ce pays depuis mars 2023, sera-t-il extradé comme le souhaitent les autorités de son pays? La réponse est non. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo a réaffirmé que François Bozizé ne sera pas extradé dans son pays. Selon le président bissau-guinéen, je cite, « J'ai reçu François Bozizé dans un cadre purement humanitaire et tant que je serai à la tête de ce pays, il ne sera pas extradé, sauf s'il souhaite partir de son plein gré. » Après la Guinée-Bissau, cap maintenant dans le Sahel et plus précisément au Niger. Si ce pays a des relations difficiles avec ses voisins, le Bénin et le Nigeria, elles sont en revanche au beau fixe avec le Tchad. Les rencontres se succèdent entre les officiels des deux pays qui saluent leur coopération. En décembre, le premier ministre de la junte Ali Mohamed Lamine Zen avait été reçu à N'Djamena par Mahamat Idriss Déby. Mardi, il a accueilli à la primature le ministre tchadien de la Défense pour évoquer les coopérations sécuritaires et frontalières entre les deux pays. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe où l'Ukraine dénonce des attaques russes massives cette nuit contre des infrastructures énergétiques, des frappes qui ont fait au moins 6 blessés selon les autorités. Ces attaques ont visé des installations de production de transmission d'électricité dans plusieurs régions du pays. La ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine a aussi été partiellement privée d'électricité selon le gouverneur de cette région. Et dans la page de l'actualité sportive, notre compatriote Habib Beye quitte le Red Star après une montée réussie, mais aussi Ligue des Champions. Le Real Madrid renverse le Bayern et se qualifie pour la finale. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le Real Madrid invisible cette saison à domicile s'est qualifié mercredi face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti retrouveront le Borussia Dortmund le 1er juin à Wembley pour tenter de décrocher une 15e couronne européenne et confronter ainsi son écrasante domination sur cette compétition. Parlons autre chose, la Fédération camerounaise de football sous la direction de Samuel Eto'o a officialisé ce mercredi la nomination de Marc Briz comme nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Cette décision validée lors d'une réunion du comité d'urgence de la FECA Foot marque l'acceptation de choix préalablement fait par le ministère des Sports. L'équipe technique voit également l'intégration de Joachim Mununga et Zianis en tant qu'adjoint. Et pour terminé, Habib Beye, l'ancien international sénégalais et figure emblématique du Red Star depuis 2021 et ne continuera pas son aventure avec le club français. Désormais promu en Ligue 2, le club a officialisé son départ ce mercredi après 3 saisons à la tête de l'équipe professionnelle. Alors que son départ est acté, il est courtisé par plusieurs clubs, notamment le Stade de Reims et pourrait même retrouver l'Olympique de Marseille où il a déjà évolué. Le Red Star lui a exprimé ses meilleurs vœux de réussite dans ses futurs défis. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.